c'est quand même fascinant de voir comment les outils même de la démocratie peuvent être manipulés de main de maître pour, au final, construire un État totalement autoritaire. Eh bien, c'est exactement ça qu'on appelle le césarisme. En gros, c'est un régime politique hyper ambigu. Il ne va surtout pas détruire les instruments démocratiques, non, non. Il va s'en servir comme d'une espèce de vernis, une façade, pour légitimer un pouvoir personnel absolu. Et pour vraiment comprendre comment ce tour de passe-passe institutionnel fonctionne en pratique, on doit faire un petit saut dans le temps, juste à la fin de la Révolution française. Toute cette mécanique repose sur une philosophie assez glaçante, formulée par Emmanuel Joseph Sieyès, qui était l'un des architectes du nouveau régime. Accrochez-vous, il disait « L'autorité doit toujours venir d'en haut, la confiance vient d'en bas ». Cette simple petite phrase, elle résume à elle seule toute l'ossature de l'État autocratique qui allait se mettre en place. Le peuple, oui, c'est la base de l'édifice, mais son seul et unique rôle, c'est de consolider les sommets. C'est ni plus ni moins que le manuel d'instruction parfait qui a permis l'ascension fulgurante d'un seul homme. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on dissèque l'anatomie d'un régime historique vraiment fascinant, le césarisme démocratique de Napoléon Bonaparte. Notre but, c'est de comprendre pas à pas comment toute une nation, qui cherchait juste un peu de stabilité après 10 ans de tempête révolutionnaire, a fini par se retrouver, et presque de son plein gré d'ailleurs, sous la coupe d'un empire héréditaire. Alors voici le programme pour cette analyse. On va d'abord voir la naissance du césarisme, puis se pencher sur la fameuse constitution de l'an 8. On regardera de près le démantèlement ultra astucieux du pouvoir législatif, avant de voir comment l'exécutif en a profité pour se renforcer. Et enfin, on suivra la bascule du consulat vers l'Empire pour terminer sur la chute vertigineuse de tout ce système. Allez, c'est parti. On commence donc avec la toute première étape, la naissance du césarisme, en novembre 1799. Pour bien poser le décor, fin 1799, la France est littéralement épuisée. On cherche désespérément un retour à l'ordre. Et là, le coup d'État de Bonaparte met un terme au directoire avec un message limpide, une déclaration officielle qui ne laisse aucune place au doute. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. Le projet, c'est de faire une sorte de synthèse autoritaire en s'inspirant de la dictature romaine antique. Au départ, attention, cette magistrature extraordinaire ne devait concentrer les pouvoirs que pour un délai très court, genre 6 mois. Mais bon, exactement comme Jules César à son époque, ce régime, soi-disant provisoire, a très vite cherché à s'installer dans la durée en allant chercher sa légitimité directement auprès du peuple. Ce qui nous amène à la partie numéro 2. La Constitution de l'an 8, promulguée en décembre 1799. Pour enraciner ce nouveau pouvoir, il fallait évidemment un tout nouveau texte fondateur. Pensé au tout début par Sieyès, ce texte a été lourdement, mais vraiment lourdement modifié par Bonaparte pour gommer tout ce qui pouvait freiner sa propre autorité. Il a d'ailleurs eu cette phrase qui en dit long, « Une constitution doit être courte et obscure ». Et oui, contrairement aux grandes traditions de la Révolution, ce texte de 95 petits articles ne s'ouvre même pas sur une déclaration des droits de l'homme. La loi perd complètement son côté sacré, et ce format court et flou, c'est tout bénef, ça rend la Constitution hyper malléable et totalement soumise à la volonté de l'exécutif. Passons maintenant à la troisième étape, le démantèlement du législatif, avec ce qu'on appelle le polycamérisme. L'une des manœuvres les plus géniales, si on peut dire, de ce régime, ça a été de garder la vitrine de la démocratie tout en s'assurant que le peuple n'ait plus aucun pouvoir de décision réel. Sur le papier, le suffrage universel est rétabli pour les hommes de plus de 21 ans. Super avancé, non? Sauf que c'est totalement neutralisé par un mécanisme redoutable, le système des listes de confiance. En gros, les citoyens élisent un 10e d'entre eux au niveau communal, ceux-là choisissent un autre 10e pour le niveau départemental, qui vont à leur tour élire un 10e pour former une liste nationale. Le vrai truc à retenir ici, c'est que les électeurs n'élisent jamais, au grand jamais, directement leurs représentants. Ils se contentent de créer un vivier géant de noms dans lequel le gouvernement va piocher pour placer ses fonctionnaires. On appelle ça un suffrage de présentation. Et pour verrouiller le tout, on divise le pouvoir législatif. Au lieu d'avoir une seule assemblée bien puissante, on en crée 3, complètement éclatées. Le tribunal, lui, a le droit de discuter les lois, mais interdiction de les voter. Le corps législatif, qu'on appelait d'ailleurs cyniquement le corps des muets, a le rôle absurde de voter ces mêmes lois, mais avec l'interdiction formelle d'en débattre. Et au-dessus de ça, on trouve le Sénat conservateur. Ses membres sont nommés à vie, ils choisissent eux-mêmes leurs successeurs, et c'est eux qui désignent les membres des 2 autres assemblées. Bref, le pouvoir législatif est méthodiquement muselé et découpé en rondelles. Ce qui nous fait glisser naturellement vers la 4e partie, le renforcement de l'exécutif, en route vers le pouvoir absolu. Évidemment, si on rabaisse le législatif, c'est pour mieux centraliser le pouvoir tout en haut.
C'est là que réside la vraie autorité, une autorité validée par des consultations populaires massives qu'on appelle les plébiscites. Et alors là, les résultats du plébiscite de l'an 8, qui devait valider cette nouvelle constitution, sont juste hallucinants. On parle de 3,5 millions de oui contre seulement 1500 non. Vu de loin, ça donne l'illusion d'un soutien populaire absolument unanime, presque magique. Mais quand on gratte un peu derrière ce plébiscite, on tombe sur un chiffre qui raconte une toute autre histoire, 900 000. C'est le nombre astronomique de votes oui qui ont été purement et simplement fabriqués de toutes pièces. Ces faux votes ont été gentiment répartis dans les départements par le ministère de l'Intérieur, qui était d'ailleurs dirigé par le propre frère de Bonaparte. Pratique, non ? Et pour couronner le tout, on a ajouté d'office 500 000 oui de la part de l'armée, sans même leur demander leur avis. C'est ça le cœur du césarisme. On valide le pouvoir par le peuple, mais on n'hésite pas à trafiquer les chiffres à très grande échelle pour être sûr du résultat. Une fois la Constitution validée de cette manière, l'exécutif montre enfin son vrai visage. En théorie, c'est un gouvernement collégial, à 3 consuls. Mais dans la réalité, le premier consul rafle absolument tout. Il est le seul à promulguer les lois, c'est lui qui nomme et vire les agents de l'État, les ministres, les ambassadeurs, ou encore le fameux Conseil d'État qui rédige les lois. Et les 2 autres consuls dans l'histoire, ils n'ont qu'une petite voix consultative, histoire de faire joli. On a affaire à un chef d'État quasi absolu, avouons-le, qui se cache derrière le titre très républicain de consul. On attaque maintenant la 5e partie de notre décryptage, la transition du consulat vers l'Empire, entre 1802 et 1804. Parce que oui, la République autoritaire, ça ne suffisait pas. La logique même de ce système appelait une monarchie héréditaire. La première grosse étape, c'est 1802. Sur la vague de ses grands succès militaires et des traités de paix avec l'Angleterre et l'Autriche, Bonaparte refait un plébiscite. Et là, le consulat qui était censé durer 10 ans se transforme carrément en consulat à vie. Mais le plus dingue, c'est que le premier consul obtient le droit immense de choisir lui-même son successeur. Là, on fait un vrai pas de géant vers un système héréditaire. Le coup de grâce arrive 2 ans plus tard, en 1804. Le prétexte est tout trouvé avec la découverte du complot de Cadoudal, une conspiration royaliste pour assassiner Bonaparte. L'argumentation est assez lunaire. Pour, soi-disant, protéger les acquis de la République face aux dangers royalistes, on décide de créer une monarchie. L'article 1er de la Constitution de 1804 annonce la couleur sans trembler, le gouvernement de la République est confié à un empereur. Boum, l'Empire est né. On garde le mot République sur le papier, mais dans les faits, l'effacement est total. Enfin, abordons notre 6e et dernière partie, la chute vertigineuse de l'Empire. Parce que toute cette belle mécanique, qui avait l'air totalement indestructible, a connu une chute aussi rapide que son ascension. En fait, le césarisme de Napoléon reposait sur 2 énormes piliers, l'approbation populaire d'un côté et la victoire militaire de l'autre. Mais en octobre 1813, la machine s'enraye. L'armée française subit de très lourdes défaites. Fin mars 1814, c'est la débâcle. Les forces alliées rentrent dans Paris. Et là, c'est l'ironie ultime de l'histoire. Début avril, le Sénat et le corps législatif, c'est-à-dire les assemblées mêmes que Napoléon avait créées et rendues dociles, votent sa propre déchéance. Sans son bouclier militaire, l'empereur est contraint d'abdiquer le 6 avril pour partir sur l'île d'Elbe. Tout l'édifice s'est effondré en l'espace de quelques mois seulement. Au final, cette plongée au cœur des institutions napoléoniennes nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce qu'un régime qui se construit uniquement sur une illusion démocratique et sur la seule force militaire porte toujours en lui les germes de sa propre destruction ? C'est vrai, une belle ingénierie institutionnelle peut confisquer le pouvoir sur le court terme, mais l'histoire nous rappelle sans cesse que l'autorité imposée par le haut finit inévitablement par s'effondrer dès que la confiance d'en bas disparaît ou que les victoires militaires s'arrêtent. Ça donne matière à réflexion, non ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous et à la prochaine.